Salut tout le monde, bienvenue à cette troisième vidéo sur le jeu Dawn's Early Light, publié par Compass Games en 2020. Dans ce court vidéo, on va regarder ce qu'on appelle l'anatomie des cartes et qu'est-ce qu'on peut faire avec. Alors, je vous ai préparé encore là une petite main de cartes typique ici qui couvre tous les cas. Euh, on va commencer justement par l'anatomie des cartes là. Vous allez voir que on est dans les classiques là, du card-driven game, là. Il n'y a pas énormément d'innovation en termes de cartes. Là, si vous avez déjà joué à des jeux comme Twilight Struggle, bon, 1960, 1989, là, vous ne serez pas trop dépaysé ici, là. Alors, en haut à gauche, vous avez si c'est une carte américaine, si c'est une carte britannique ou si c'est une carte neutre, donc qui contient les deux drapeaux. Au milieu, en haut, vous allez avoir le deck auquel la carte appartient. Fait que ceux qui ont regardé les vidéos précédentes, là, il y a un micro-deck prélude qui contient juste une douzaine de cartes. Après ça, il y a une quarantaine de cartes dans un deck qui s'appelle 1812 qui arrive en jeu dès le tour 1. Puis il y a un autre deck d'une quarantaine de cartes là, qui s'appelle 1814 puis qui arrive en jeu là, pour le tour 5. Fait que donc en haut, là, c'est pour vous indiquer là, à quel deck la carte appartient, principalement quand on sert le jeu. En haut à droite, vous avez ce que le jeu appelle, et c'est un classique, là, la valeur en opération de la carte, le Ops Value de la carte. Dans ce jeu-là, ça va varier de 1 à 4. Alors, vous allez avoir toutes les combinaisons de 1 à 4. Ensuite, vous avez ici le titre de la carte. Donc, n'ajustez pas votre appareil, le titre de la carte est ici. Je trouve ça particulièrement puissant. Euh, Ils ont fait un peu de flavor, là. Vous avez remarqué que le design des cartes ressemble un peu bon, à la une d'un journal, là, si on veut, là. Puis les cartes américaines, ça va être écrit le Boston Patriot. Les cartes britanniques, le Morning Herald. Puis les cartes neutres, le Mercure de France. OK? Et de temps en temps, on va voir sur Board Game Geek quelqu'un poser la question, par exemple, de dire ah, hier, mon adversaire a joué la carte Boston Patriot. C'est, ça me fait rire à chaque fois. Alors, c'est le. Voilà, ça, ce n'est pas le titre de la carte, là, ça n'a aucune incidence sur le gameplay, là, ce n'est que du flavor ou du thème là, pour simuler un journal, là. Mais si vous demandez au designer là, comment doit-on interpréter la carte Boston Patriot, il va être fourré un petit peu parce qu'il doit y avoir une quarantaine de cartes que c'est écrit Boston Patriot dessus. Le vrai titre de l'événement est ici. Ensuite, vous allez avoir un indicateur, encore là, c'est un classique là, pour dire justement est-ce que la carte est retirée du jeu une fois qu'elle a été jouée comme événement. Donc, les cartes ne sont jamais retirées du jeu quand elles sont jouées pour les hops, mais dès que l'événement est joué, s'il y a cette mention-là, on enlève la carte du jeu. Typiquement, on la remet dans la boîte, l'expression consacrée. Sinon, comme dans le cas de cette carte-là, la carte s'en va dans la discard pile et va être disponible pour revenir là, quand on va rebrasser le deck. Ensuite, vous avez le texte de l'événement que vous devez suivre littéralement le plus possible. Si ça entre en conflit avec les règles, encore là, c'est un classique. L'événement a préséance, là. Il y a beaucoup évidemment, de petites exceptions, là, comme je disais dans les vidéos précédentes, là, qui sont contenues sur les cartes. Et le fameux card number en bas au centre. Alors, il y a 86 cartes au total dans le jeu. Alors, vous voyez le numéro de la carte sur 86. Petite affaire peut-être qui est différent, mais encore là, pas tant que ça, là. Dans le cas de cette carte-là, ici, là, dans le bas, là, c'est écrit Activate Tecumseh, qui était le nom d'un célèbre leader indien. Alors ça, ce que ça veut dire là, quand c'est souligné en plus comme ça, là, c'est qu'on va venir mettre en jeu. Il y a 5 événements comme ça. Là, on va venir mettre en jeu le jeton associé à cet événement-là là, dans les Active Game Markers ici. Et là, cet événement-là est considéré comme actif et dans le rulebook. Puis on va y revenir quand on va faire la revue des cartes là, dans leur ensemble. Dans le rulebook, ça va être écrit qu'est-ce qui arrive, quelles sont les nouvelles règles en place quand le leader indien Tecumseh, entre autres, est en jeu. Et il demeure en jeu jusqu'à temps qu'il soit désactivé. Alors vous allez avoir pour chacun peut-être pas pour chacun des événements, mais pour la majorité de ces événements-là, vous allez avoir à l'inverse, à un moment donné, un événement qui va dire, comme lui ici, là, Remove Tecumseh.
Alors ça veut dire on prend le marker et on le dégomme de là. Et voilà. Et ça, c'est peut-être là où il y a une petite particularité, là, mais c'est très très rare. Je pense que c'est à peu près juste avec Tecumseh que ça peut se produire, là, plus peut-être un autre événement, là. Mais une fois qu'un événement a été activé et qu'il a été remové, il ne peut plus jamais être activé. Alors même si pour une raison X, si on fait la séquence que je viens de faire, Tecumseh est activé, ensuite Tecumseh est remové. Si jamais cet événement-là est joué, qui est une autre carte qui dit d'activer Tecumseh, on ne l'active pas. He's gone, comme on dit. Alors, bonsoir, il est parti, il ne peut pas revenir. À l'inverse, mais si on joue la carte encore là, remove Tecumseh avant qu'il soit en jeu, ça ne fait rien et ça ne l'empêche pas d'être activé. Donc, un événement, là, il y a trois états, là, si on veut. Là. Il n'a pas été joué encore, il est activé et il est remové. Et ces trois choses-là doivent arriver dans cet ordre-là. Et on ne peut pas revenir en arrière. Alors, quand il est remové, il ne peut plus revenir en jeu. Et si on le remove avant qu'il soit activé, ça fait rien. On va y revenir quand on va faire la revue des cartes plus dans le détail. OK. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ces belles cartes-là? Et encore là, vous ne serez pas dépaysé si vous avez déjà joué à ces jeux-là. Alors ça, c'est la main de l'Américain. Alors, lors de l'Action Phase, si l'Américain veut jouer cette carte-là, ben, étant donné que c'est une carte américaine, il a deux options. Alors, il peut la jouer pour les Ups ou il peut la jouer pour l'événement. C'est le même principe quand c'est un événement neutre, et là, peu importe qui l'a dans ses mains, peut décider de le jouer pour les Ups ou de le jouer pour l'événement. Alors, si on le joue pour l'événement, on suit le texte de l'événement et on prend les décisions qui s'imposent. On retire la carte du jeu s'il y a cette mention-là, sinon on la défausse. Et si on la joue pour les Ops, c'est ce qu'on va voir aux prochaines vidéos. On peut choisir à travers, entre guillemets, un catalogue d'actions qu'on peut faire. On peut bouger des unités, on peut recruter des unités, on peut faire des trucs là, sur les tracks navals. Là. On va voir dans le prochain vidéo tout ce qu'on peut faire avec les Ops. Pour l'instant, ce qui est important de comprendre, c'est quand vous jouez une carte, puis vous décidez d'utiliser les Ops, puis ça aussi c'est un classique, vous devez utiliser tous les Ops dans la même action. Si vous décidez de bouger des troupes avec les Ops, vous allez bouger des troupes avec toutes les Ops. Si vous décidez de recruter avec les Ops, vous allez recruter des troupes avec toutes les Ops. Alors, vous ne pouvez pas dire, entre autres avec une grosse carte, c'est tentant des fois, là. Je vais jouer une carte de 4, je vais dépenser 2 Ops pour recruter, puis 2 Ops pour bouger des armées. Alors, c'est tout ou rien. Quand on se décide sur un type d'action, là, c'est ce type d'action-là qu'on va faire avec toutes les Ops de la carte. C'est un petit peu limitant, mais comme je dis, dans Twilight Struggle, c'est comme ça aussi. Dans 1989, c'est comme ça aussi. Là. Alors, c'est quand même pas, c'est pas dépaysant. Il n'y a pas de. Ça, c'est peut-être une particularité. Il n'y a jamais de prérequis sur ces cartes-là. Alors, vous ne verrez pas de prérequis sur ces cartes-là. Là. Il y a des fois où vous allez dire, ben, l'événement ne me donne rien. Je vous donne un exemple simple avec cette carte-là qui dit d'ajouter un token de recrutement dans 3 villes américaines. OK? Bon, peut-être que vous avez déjà plein de tokens de recrutement, puis vous dites, ouais, ça ne sert pas à grand-chose, cet événement-là, mais n'empêche, il n'y a pas de prérequis, vous pouvez le jouer, là. Ici, ça dit de choisir Miami ou Shawnee, puis d'enlever toutes les forces indiennes qui sont là, puis d'ajouter 2 de milice. Peut-être qu'il n'y a pas de force indienne à Miami ou à Shawnee. Et peut-être même que vous avez plus de militia de disponibles dans votre force pool. Alors là, vous dites, ben, ça me sert à rien de le jouer comme événement. Non, mais vous pouvez le jouer quand même comme événement. Il n'y a pas de prérequis. Alors, dans ce jeu-là, cherchez pas les prérequis. Il n'y en a pas. Alors, tous les événements sont jouables. Bon, remove all recruit tokens from Baltimore, Washington. S'il n'y en a déjà pas, il n'y a rien à remover. Ben, c'est pas grave, l'événement est jouable. Pareil. Et finalement, ça c'est un classique. Ben, si vous avez jamais joué à un card-driven game, c'est peut-être ici que vous allez faire le saut. C'est toujours ici que les joueurs font le saut. Alors, je suis l'Américain ici. Les cartes américaines, les cartes neutres, il n'y a pas de problème. Je joue l'événement ou je choisis de les jouer
Pour les hops, qu'arrive-t-il si je joue une carte britannique qui se trouve dans ma main? Parce que je répète que les joueurs pigent tous du même deck commun. Fait que vous allez avoir une main semblable à ça, là, avec un mélange de vos cartes, les cartes de l'adversaire puis des cartes neutres. Alors, qu'arrive-t-il, par exemple, si je suis l'Américain, je joue cette carte-là de ma main? Évidemment, je vais utiliser les hops seulement. Mais l'événement va arriver. Étant donné que c'est une carte de mon adversaire, l'événement va arriver. Et tout ce que je peux décider comme Américain, c'est est-ce que je veux que l'événement arrive avant ou après que je dépense les hops. Alors, à vous de voir qu'est-ce qui fait le plus de sens, là, mais vous pouvez être certain que si vous jouez cette carte-là, ou cette carte-là, ou cette carte-là, comme Américain, là, l'événement va arriver. Et quand l'événement arrive, c'est vraiment le British. S'il y a des décisions à prendre, c'est le British qui joue l'événement. Alors, c'est lui qui prend toutes ces décisions-là. Alors, par exemple, ici, ça dit d'ajouter un Indien dans 4 régions indiennes différentes. Qui choisit les régions? C'est le Britannique. C'est son événement. Tout ce que je peux choisir comme Américain, c'est si je veux que ça arrive avant ou après. Fait que si je veux voir où le British va mettre les Indiens avant de décider quoi faire avec mes hops, ben, je vais lui dire fais l'événement avant. Si ça presse, puis je veux contrôler des régions indiennes avant ça, là, pour empêcher, mettons, le Britannique de mettre des forces dedans, ben là, à ce moment-là, je vais peut-être lui dire de faire l'événement après, puis je vais faire mes hops en premier. Alors ici, il y a deux choix. Soit que d'avancer le marqueur de diplomatie de la Grande-Bretagne d'une case et de scorer un de VP ou d'ajouter 2 squadrons à la marine britannique. Alors encore là, qui décide, c'est le Britannique. Même si je suis l'Américain, même si c'est moi qui ai joué la carte avant ou après que j'ai utilisé les hops, quand l'événement va arriver, c'est le Britannique qui prend ces décisions-là. Voilà, ça fait le tour. Il y a une affaire que je veux parler tant qu'on est sur le sujet, une déception que j'ai par rapport au jeu. Alors, pour la majorité là, du public cible, ça fera pas une grosse différence, là, mais moi, définitivement, je m'ennuie de ça. Alors, dans ce jeu-là, n'ajustez pas votre appareil, il n'y a aucune façon de se débarrasser d'une carte. OK? Alors, encore là, les habitués de Twilight Struggle, avec ce qu'on appelle là, le Space Race, la course vers l'espace dans 1989, là, il y a le Tiananmen Square dans Europe in Turmoil, il y a le Naval Race. La majorité des jeux de ce type-là, une fois par tour, vous êtes capable de prendre une carte qui ne vous intéresse pas puis de la défausser sans que l'événement arrive. Alors, si vous avez un événement horrible de l'adversaire dans votre main, ça fait partie de la gestion de votre main et vous êtes capable de vous en débarrasser. C'est pas le cas dans ce jeu-là et je m'ennuie de ça. Je trouve que ça. Puis encore là, je peux comprendre, hein, le public cible, peut-être, ça ferait quelque chose de plus à penser, là. Quand on est un joueur expérimenté dans ces choses-là, je trouve que ça fait partie de la stratégie de gestion d'une main. Alors là, par exemple, j'ai 3 événements britanniques. Alors, lequel je décide d'ignorer? Tu sais, je trouve que c'est intéressant comme décision. Est-ce que je vais empêcher le Britannique d'avoir des forces indiennes? Est-ce que je vais l'empêcher d'avoir des squadrons de plus? Tu sais, j'ai une décision, j'ai un dilemme intéressant comme joueur. Là, je l'ai dit en plus, là, les joueurs jouent toutes, à l'exception du tour de prélude, les joueurs jouent toutes leurs cartes à chaque tour. Alors, si vous pigez les cartes dans votre main, là, puis voilà, vous allez jouer tout ça, vous êtes sûr et certain. Si vous avez 3, 4 événements de l'adversaire, les 3, 4 événements de l'adversaire vont arriver, vous vous en sortez pas. Je m'ennuie un petit peu de ce mécanisme d'être capable, là, comme on dit en bon français, de défuser un événement euh, qui appartient là, à l'autre joueur, là. Fait que, mais bon, effectivement, ça rend le jeu plus simple. Euh, Voici tes cartes, tu vas toutes les jouer. Décide l'ordre dans lesquels tu vas les jouer, puis c'est tout. Là. Il n'y a pas un autre track à suivre. Là. Tu sais, j'avoue, dans Twilight Struggle, c'est une affaire de plus à expliquer. Ben là, il y a la course vers l'espace. Voici comment ça marche. Alors, pas dans ce jeu-là. On joue tout ce qu'on a en main. Fait que voilà, c'était court, c'est un petit vidéo là, pour l'anatomie des cartes, puis comment jouer des cartes, là, puis dans le prochain vidéo, on va vraiment tomber dans ce qu'on peut faire avec les cartes. Alors là, ça va être un petit peu plus étoffé, là, les options là, qu'on a quand on joue les hops d'une carte. Alors, manquez pas ça, à plus!